Mme Ouellette, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Au lendemain de la défaite d'avril dernier, vous étiez de ceux qui disaient que le Parti québécois avait besoin de se recentrer, de se redéfinir, avait besoin d'un important ajustement. Quand vous regardez la course, la façon dont elle s'est déroulée, avez-vous vraiment l'impression qu'il y a un vent d'oxygène dans ce parti-là tout d'un coup? Bien, tout à fait. Et c'est ça que le choix que les membres vont avoir à faire. On est plusieurs candidats à se présenter et on n'a pas tous les mêmes programmes, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Donc, moi, très clairement, je veux recentrer le Parti québécois sur la social-démocratie que je qualifie de verte maintenant en 2015 et sur l'indépendance, donc de réaliser l'indépendance dans le premier mandat. Je suis la seule candidate qui est quand même pour le Parti québécois, qui est un parti indépendantiste, à prendre cet engagement-là et ça nous donne 7 ans. Donc 7 ans, là, avec fort de l'expérience qu'on a, avec l'appui à l'indépendance qui s'est maintenu dans le temps sans promotion active, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse le pas puis qu'on accélère et qu'on prenne l'engagement de la réaliser. Il y a bien des souverainistes, des membres du Parti québécois qui disent, mais qu'est-ce qu'on fait si on le perd, ce référendum-là? Bien, il faut arrêter de réfléchir comme ça. Oui, mais la question se pose, si vous êtes dans un premier mandat, il y en a un coûte que les conditions soient gagnantes, moyennes, pas bonnes. Si vous le perdez, vous faites quoi? Les conditions sont gagnantes. L'appui à l'indépendance s'est maintenu à 40 % dans les 10-15 dernières années, plus élevé que l'appui au Parti québécois. Et quand on regarde ce qui se passe au fédéral, quand on parle de supposément conditions gagnantes, avec le fédéral qui, décision après décision, veut imposer au Québec des décisions qui ne nous ressemblent pas, des décisions qui nous coûtent cher. Je vous parle par exemple du pipeline Énergie Est. C'est insensé de vouloir faire en sorte que ce soit le fédéral qui décide à notre place si ce pipeline-là va passer chez nous alors qu'on n'en veut pas au Québec. La réponse est claire. La question du registre des armes à feu. Les juges du Québec et les juges du reste du Canada ont eu des positions opposées. Et donc, encore là, très clairement, on le voit que le fédéral restait à l'intérieur du Canada. C'est du recul décision après décision pour le Québec. Mais vous qui prônez la clarté sur cet enjeu-là, est-ce qu'il faut la clarté de dire aux Québécois, ce prochain référendum-là, on le gagne, on le perd, mais c'est le dernier? Bien, je vois pas pourquoi qu'on dirait ça. Non? Je vois pas pourquoi on dirait ça. Les Québécois, nous sommes une nation et c'est juste normal d'avoir un pays. Et moi, je suis convaincue qu'on va le gagner et qu'on va réaliser notre indépendance. Mais il faut se préparer pour ça. Parce qu'un référendum, c'est rien qu'une étape. Parmi plusieurs, il y a la documentation, il y a la mobilisation. Il faut tout se préparer parce que plusieurs actifs qui nous appartiennent, qui sont gérés par Ottawa, que ce soit des actifs financiers ou des actifs immobiliers, il faut bien connaître ce qui nous appartient. Et donc, le lendemain où on se dit oui collectivement, il faut, avec Ottawa, bien s'assurer de ce qui nous appartient et que ça nous revienne. De promettre, pour clore cette parenthèse-là, pour promettre un référendum dans un premier mandat, ça fait craindre certains de vos collègues qu'on ne peut pas gagner le pouvoir automatiquement. Qu'une des raisons, par exemple, pour lesquelles le Parti québécois a perdu en avril dernier, c'est parce que les gens ne voulaient pas de référendum, puis ils ne voulaient pas s'embarquer là-dedans. Donc, ce n'est pas un frein à prendre le pouvoir que de le garantir dans un premier mandat, coûte que coûte. Mon analyse est exactement le contraire. C'est à cause de notre ambiguïté. Si on veut être capable de mobiliser, il faut se donner ça comme premier objectif. Vous savez, quand on gouverne, là, on a une série d'engagements qu'on a fait pour la campagne électorale, puis on a tous les problèmes du quotidien qui arrivent, et il y en a beaucoup. Je peux vous dire, comme ancienne ministre des Ressources naturelles, et si on ne se donne pas comme objectif premier de réaliser l'indépendance du Québec, il va toujours y avoir d'autres dossiers qui vont embarquer. Et il faut, c'est un changement positif important qu'on souhaite faire, mais pour ça, il faut mettre une priorité sur ce changement-là. Et pour en mettre une priorité, il faut le dire à la population. Vous allez publier votre livre la semaine prochaine où vous prônez donc ces 4 piliers, la justice sociale, le développement économique intelligent, l'environnement, renforcer les communautés, redonner sa mission centrale à l'État. La question que plusieurs se posent, on vous décrit souvent comme étant de l'aile la plus gauche du Parti québécois. Est-ce que le Québec a les moyens de ça en ce moment? Bien, tout à fait. Les moyens, on l'a. Ce qu'on appelle l'austérité, aujourd'hui, ça a été créé de toutes pièces. Le Parti libéral de M. Charest a
coupé dans la taxe sur les banques, a coupé dans la taxe sur les entreprises. Et cette taxe-là sur les entreprises, c'était supposément pour qu'elles réinvestissent dans leurs procédés, être plus performantes, faire rouler l'économie. Ce qui s'est passé, c'est pas ça. Elles ont placé l'argent. Donc, cet argent-là placé est passé de 200 milliards à 600 milliards de l'argent qui dort. Et même l'ancien président de la Banque du Canada, M. Carney, a dit que c'était de l'argent mort. Donc, de l'argent, il y en a, mais il faut aller chercher là où elle est et non pas là où elle n'est pas, où ça fait mal, ce que fait actuellement le Parti libéral en coupant les familles, en coupant les régions. Et c'est sûr que remplir de la paperasse pour remplir de la paperasse, personne aime ça. C'est pas utile ni pour les entreprises, même les employés de l'État qui suivent ça, ça les intéresse pas. Mais ça nous prend pas moins d'État, ça nous prend mieux d'État. On a besoin de plus d'expertise dans l'État. Les dérives qu'on a vues au MTQ ne se seraient pas produites avec plus d'expertise à l'État. Donc, vous, votre solution, c'est de se donner les moyens de recentrer cette mission de l'État en taxant, même si le Québec est la société la plus taxée. Mais pour l'argent, je pense qu'il y a assez d'argent dans l'État. Je pense qu'on a déjà beaucoup d'employés. Il s'agit de recentrer les missions. L'argent supplémentaire que je vais aller chercher, c'est pour les familles, c'est pour l'éducation. Diminuer la bureaucratie, oui. Parce que de remplir... Donc, une part de l'exercice de rationalisation du gouvernement Couillard avec lequel vous êtes d'accord, d'une certaine façon. Un ménage dans lequel, si vous n'êtes pas d'accord avec les faits, vous êtes d'accord avec le principe. C'est pas du ménage qu'ils font. C'est pas du ménage, puis c'est pas de l'amélioration, c'est du saccage. Il y a une grosse différence entre les deux. Quand vous regardez la course, la façon dont elle se déroule, les forces en présence en ce moment, est-ce que vous croyez que d'être identifiée comme la candidate verte, la candidate de l'environnement, à cause de votre militantisme, de votre héritage, etc., que c'est un atout, que c'est devenu un poids d'une certaine façon dans cette course-là? Bien, écoutez, moi, je me perçois, j'ai fait toute ma carrière en développement économique. Et je crois qu'aujourd'hui, en 2015, il faut allier développement économique et environnement. Et c'est pour ça que je vous parle de social-démocratie verte. Je pense que... Mais on parle de vous comme d'une candidate verte, bien plus que comme une candidate de développement économique. Comment vous expliquez ça? Ben, c'est peut-être les perceptions qui sont développées, mais moi, c'est vraiment l'alliance des deux. Et c'est ça que je pense qui est essentiel. Et c'est comme ça que j'ai agi chez Hydro-Québec. C'est comme ça que j'ai agi comme ministre des Ressources naturelles. Et j'ai fait ça aussi lorsque j'étais au Parti québécois. Ça fait 28 ans que je suis au Parti. Et comme militante, j'ai préparé 3 politiques qui sont devenues les politiques du gouvernement du Parti québécois à l'époque. Gestion des déchets en 94. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait même pas de bac de recyclage. La politique énergétique de 96 et la politique de l'eau en 2002. Quand vous regardez la course, elle tire à sa fin. Est-ce que... De quelle manière est-ce que la popularité, ce statut de meneur, de sauveur même que certains ont donné à M. Péladeau, a biaisé la dynamique de cette course-là? Écoutez, moi, je pense que la course, il reste encore un mois. C'est le temps d'une campagne électorale. Mais un mois, est-ce qu'on peut combler les appuis, son avance qui, encore, d'après les intentions de vote, d'après le portrait qu'on a, semble si important? Oui, mais le portrait que vous avez, c'est des portraits de sondage. De sondages qui sont faits sur des échantillons qui ne sont pas représentatifs. Et moi, je peux vous dire que sur le terrain, c'est pas du tout l'atmosphère qu'on sent. Il y a beaucoup d'indécis. Et les sondages, il faut être très prudent. Si les sondages étaient bons en début de campagne, bien, nous serions encore au pouvoir. Donc, ce que nous reflète notre pointage n'a aucune espèce de commune mesure avec ce qu'on voit dans les sondages. Et on est assez d'accord, les différentes équipes, qu'il va y avoir un deuxième tour. Peu importe l'issue du vote au terme de cette course-là, qu'est-ce que vous croyez que vous aurez accompli dans cette course? Écoutez, je pense que toutes les réflexions qu'on a faites sur les différents engagements qui ont été pris, que ce soit pour les familles, matériel scolaire gratuit, 350 $ dans la poche d'une famille de 2 enfants, que ce soit de faire comme l'Université de Sherbrooke, le transport gratuit pour les étudiants, le développement économique intelligent. Ça, je pense que c'est vraiment une notion qui va être de plus en plus importante. On ne peut plus au Québec, et le milieu des affaires devrait être bien prudent, appuyer tous les projets dits de développement économique, quels qu'ils soient, même lorsqu'ils sont insensés. Parce que les mauvais
projets viennent ternir la réputation de l'ensemble des projets. Ça, c'est comme dans un métier, une profession. Hein? Et donc, c'est le rôle du gouvernement de faire l'équilibre entre les bons projets et d'appuyer les bons projets et les projets insensés comme le gaz de schiste, comme Énergie-Est, de faire en sorte que ces projets-là ne se réalisent pas pour rétablir la confiance envers les citoyens. Parce qu'après ça, si on dit « Oui, mais les citoyens sont méfiants de tous les projets de développement économique », mais demandez-vous pas pourquoi. Quand le gouvernement va appuyer des projets insensés, après ça, c'est sûr, ils disent « ce projet-là qui décide d'appuyer, est-ce qu'il y a de l'allure ou il n'y a pas d'allure? » Donc, je pense qu'il faut redonner confiance aux citoyens parce que l'État, on revient à l'État, c'est l'outil des citoyens, c'est notre meilleur outil collectif. Et au Québec, on a réussi à faire en sorte de réduire les inégalités de façon extraordinaire et de se donner une qualité de vie. Si le Québec est indépendant, selon une étude qui a été faite en 2011, on serait le premier sur un indice du mieux-être développé par l'OCDE. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir.